BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Mon invité ce soir, vous le connaissez bien, c'est Pascal Lamy, ancien commissaire européen, ancien secrétaire général de l'OMC. Il est aujourd'hui coordinateur des instituts Jacques Delors, Paris, Bruxelles, Berlin. Et donc, Pascal Lamy, il ne faut pas oublier, vice-président du Forum de Paris sur la paix, puisque vous rentrez de New York où vous avez présenté justement tout votre rapport sur la finance, sur la finance climatique, j'allais dire, lapsus révélateur, sur comment on peut essayer de changer le monde. Vous allez tout nous expliquer. Bonjour et bonsoir, merci d'être là. Je vous ai demandé d'être là aussi pour commenter, non pas comme point de vue image du monde, la visite de Charles III, mais quand même c'est très révélateur d'un réchauffement des relations franco-britanniques qui ont été vraiment upside down. Cette visite d'État, elle est importante ou pas? Oui, comme toutes les visites d'État, c'est un symbole qu'on invite pour célébrer l'amitié franco-britannique à un moment, effectivement, et vous avez raison de le souligner, où les choses s'améliorent. Fini les bras d'honneur et les pitreries de M. Boris Johnson. On vient aux choses sérieuses. La Grande-Bretagne vient de rentrer la semaine dernière dans l'espace européen de la recherche qu'elle avait quitté il y a 6 ans. 6 ans de perdu, une catastrophe pour les chercheurs britanniques, une très mauvaise nouvelle pour les chercheurs européens, parce que quand on n'a plus Oxford et Cambridge dans les programmes de recherche européens, c'est quand même beaucoup moins bien. On va enfin revenir sur cette imbécilité. Et le leader travailliste, dont on pense qu'il a de bonnes chances de gagner les prochaines élections. Starmer, donc les élections l'année prochaine, a expliqué cette semaine au FT qu'il entendait renégocier le Brexit. Et il a rencontré Emmanuel Macron avant-hier. Donc Emmanuel Macron, il s'entretient en ce moment même avec le roi Charles III, mais il a quand même rencontré le chef du parti travailliste mardi. Absolument. C'est important de le souligner. Et en gros, je crois que ce qu'il lui a dit, en tout cas c'est ce que j'aurais dit, et c'est ce que je leur dis quand ils me posent la question, mes amis travaillistes, je leur dis, en gros, supposons qu'on consomme un divorce comme on consomme un mariage, alors ne consommez votre divorce que très modérément, et les choses iront mieux. Oui, mais alors attendez, je vais continuer avec votre image, parce qu'elle l'a mis. C'est que parfois, on peut divorcer et se remarier. Est-ce que, donc là, vous dites clairement, vous avez le sentiment, y compris du côté de Rishi Sunak, que la Grande-Bretagne se retourne à nouveau vers l'Europe, vers l'Union européenne. Et est-ce que vous pensez qu'on pourrait débrexiter, ou c'était un mot peut-être trop audacieux? À très long terme, c'est pas impossible. L'opinion britannique n'a finalement mis que 3 ans pour se retourner. Aujourd'hui, vous avez une majorité de Britanniques qui pensent que le Brexit a été une erreur, et une bonne partie des Brexiteurs sont passés de l'autre côté pour une raison très simple, c'est que ça ne va pas du tout. Que la sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe n'a pour l'instant apporté que des emmerdements à la Grande-Bretagne et pas davantage. C'est un choc économique. Maintenant, il y a une frontière. D'ailleurs, les Britanniques, je suis bien placé pour le savoir, parce qu'on avait fait ça avec Delors, avaient beaucoup insisté pour qu'on fasse un marché intérieur et qu'on retire les frontières. Ils en ont remis une en sortant. Forcément, ça leur coûte cher. Et donc, de mon point de vue, la seule solution raisonnable, c'est de continuer à prétendre qu'on a divorcé, parce que, pour l'opinion britannique, bon, mais disons de séparer les corps de manière moins définitive. Voilà, ça me paraît une bonne formule. Oui. Est-ce que il y a le rapprochement entre la France et la Grande-Bretagne, on l'a encore vu tout à l'heure, on voit bien que Emmanuel Macron, il a des bonnes relations avec le Premier ministre britannique, il a des bonnes relations avec le roi, Charles III. On voyait une espèce de connivence lorsqu'on les observait en train de descendre les Champs-Élysées. Est-ce que la France, finalement, elle a plus d'intérêt qu'avec l'Allemagne aujourd'hui, non? Elle a plus d'intérêt avec la Grande-Bretagne, que ce soit sur des questions diplomatiques, des questions militaires, des questions de défense. Edwige Chevrillon, c'est une question qui se pose régulièrement. Mais la France et l'Allemagne sont les 2 plus grands pays du continent, pour le moment. Oui, enfin...
La Grande-Bretagne reste une île. Elle a mis beaucoup de temps à rentrer dans l'Union européenne. Elle met beaucoup de temps à en sortir. Madame Thatcher voulait renégocier son adhésion. Oui, mais ça c'était il y a longtemps. Oui, vous me direz, l'histoire est toujours importante. Hein, parce que... Oui, mais maintenant, ils veulent renégocier leur sortie. Donc, ça va, ça vient. L'opinion britannique n'est pas stable sur cette question. L'opinion française est stable. L'opinion allemande est stable. Quand vous demandez aux Français quels sont vos voisins que vous préférez, c'est les Allemands qui viennent de très loin en tête. Quand vous demandez aux Allemands, c'est la même chose avec les Français. Oui. Donc, il n'y a pas, en quelque sorte, c'est pas l'un ou l'autre. La relation avec l'Allemagne est fondamentale pour l'intégration européenne. Il y a des tas de raisons historiques derrière tout cela. La Grande-Bretagne, pour l'instant, a essayé de jouer un jeu solitaire. Moi, la plupart de mes amis anglais... Elle a perdu. Vous diriez qu'elle a perdu ce soir? Mais bien sûr. Clairement, oui. Mais bien sûr. La plupart de mes amis, y compris des Brexiteurs, me disent on est en train de réaliser qu'on était plus influent dans le monde quand on était dans l'Union européenne que quand on est tout seul. Enfin, quelle erreur, quelle erreur. Ah oui. L'erreur, pas des décideurs. Mais ça se paye. Vous qui êtes quand même un homme politique, là, l'erreur, elle est quand même gigantesque. C'est ce qui arrive de temps en temps quand la passion l'emporte sur la raison. Oui. Sur le couple franco-allemand, quand même, qui va qu'à un quart, je sais que vous êtes maintenant coordinateur des instituts Jacques Delors, Paris, Bruxelles et Berlin. Mais vous voyez bien, vous ne pouvez pas nous dire que le couple franco-allemand, il se porte bien, il va rester comme il a toujours été, c'est important pour l'Union européenne. On n'en est plus là. On a quand même le sentiment, regardez les divergences qui existent, que ça soit sur le nucléaire, que ça soit sur les relations vis-à-vis de la Chine, que ça soit dans les relations avec les États-Unis, dont ils sont beaucoup plus dépendants que nous. Vous me regardez d'un air goguenard, excusez-moi, mais j'ai quand même le sentiment que là, on arrive à un moment un peu crucial. Lorsqu'ils disent il ne faut pas que le nucléaire, que la France, la taxonomie, soit le nucléaire rentre dans la taxonomie, parce que les industries françaises vont devenir trop compétitives. Je ne sais pas comment vous prenez ça, quoi. Non, mais vous avez raison. Le couple franco-allemand traverse une mauvaise passe. Il n'y a pas de doute. Et quand on connaît un peu Emmanuel Macron et Olaf Scholz, c'est vraiment pas du tout la même manière d'approcher les choses. Olaf Scholz est un bourgeois du Nord. Macron est un président français avec un tempérament du Sud. Bon. La vérité, j'en suis d'accord avec vous, c'est que l'invasion russe en Ukraine a mis le doigt sur les 3 sujets sur lesquels les Français et les Allemands n'ont jamais été d'accord, jamais, sauf qu'on avait tendance à mettre ça sous le tapis pendant très longtemps, le nucléaire, absolument, la défense, et notamment le lien transatlantique, et les questions de budget européen, oui. Donc, qui sont les 3 sujets sur lesquels on n'a jamais été d'accord. Bon, le nucléaire, il faut faire la paix. Il faut que les Allemands arrêtent d'emmerder les Français à Bruxelles en prétendant que le nucléaire est une industrie sale, parce que ça n'est pas vrai du point de vue des émissions de carbone, et il faut que les Français acceptent que pendant une certaine période, les Allemands subventionnent leur énergie. Ils ont fait, à mon avis, l'erreur de sortir du nucléaire, ils n'y rentreront pas. Parce que c'est fondamental dans la pensée des Verts, qui jouent un rôle important dans la politique allemande. Sur la défense, il faut tout reprendre à zéro. Aujourd'hui, on l'a encore entendu en rencontre franco-allemande d'Évian cette année, oui. Même si les échanges doivent y rester discrets. J'en ai souvent parlé ici, parce que là, les divergences sont un peu éclatées plein jour, enfin, même si c'était en toute comité. Vous avez raison, mais il y a une réalité très simple, qui est que si les Américains n'étaient pas avec nous en Ukraine, l'Ukraine serait une province russe. Oui. Donc, la vérité, le problème de la défense européenne, c'est quand et comment les Américains décideront-ils que les Européens doivent prendre leurs responsabilités en matière de défense? Oui, enfin ça, je vous entends depuis quand même, oui. Mais regardez, en tous les cas, on n'est pas du tout là, puisque l'OTAN devient de plus en plus importante. Regardez ce qui se passe au niveau allemand, italien, polonais. Je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, l'Europe n'est pas capable de se défendre. Okay. Elle n'est pas non plus capable de défendre les Ukrainiens. Et si M. Trump est élu président des États-Unis, oui. Et qu'il laisse tomber l'Ukraine, ce que je ne crois pas qu'il fera parce que sa majorité au Congrès ne l'autorisera pas, alors c'est l'Europe qui a un énorme problème. Donc il n'y a pas de doute pour moi qu'à terme, il faut renforcer une capacité autonome de défense européenne.
Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Et il faut quand même rappeler que 2024 va être une année assez difficile, parce qu'il y a les élections européennes, les élections en Grande-Bretagne et les élections, évidemment, aux États-Unis. Donc ça va être un moment compliqué. Là, est-ce qu'on est vraiment dans un rapport de force rapidement, parce qu'on a encore beaucoup de questions. Autant Union européenne, pour l'instant, c'est plutôt l'OTAN qui assure la marche des affaires européennes au sens le plus large du terme, si vous permettez cette expression. En Ukraine, oui. En Ukraine, oui, mais pas qu'en Ukraine. Si. En Ukraine. En Ukraine, oui, parce que c'est une guerre et que les guerres, c'est le sort des armes qui décide de l'issue des guerres. Et qui se bat en Ukraine, ce sont les Ukrainiens, mais le soutien est un soutien OTAN. Et si nous gagnons, c'est-à-dire si les Ukrainiens arrivent à préserver leur indépendance, ce sera une victoire de l'OTAN. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais alors justement, est-ce qu'il faut... il y a un rapport qui a été remis, donc franco-allemand, sur les conditions d'un élargissement, parce qu'il y a une réunion très importante fin décembre pour savoir s'il faut faire rentrer au sein de l'Union européenne la Moldavie, les Balkans du Nord et l'Ukraine. Vous, à titre personnel, vous êtes favorable ou pas à faire rentrer l'Ukraine ? Je crois que c'est une perspective désormais inévitable et qu'une partie de l'énergie que la population ukrainienne met à défendre son pays est aussi nourrie par l'espoir d'une adhésion européenne. Et je crois que c'est ainsi. C'est pas pour tout de suite. Ce rapport que vous citez à juste titre, qui a été demandé par les deux ministres des Affaires européennes, français et allemand, à un groupe d'experts, il y a d'ailleurs de 12 experts, il y a un expert de l'Institut Jacques Delors à Berlin et une experte de l'Institut Jacques Delors à Paris qui ont participé à ce groupe, en gros, recommande d'aborder cette question élargissement-approfondissement, qui revient à chaque fois, une question d'élargissement vient sur la table, en faisant des réformes préalables sur le vote à la majorité, sur le budget, et aussi pour renforcer l'état de droit, les procédures européennes étant un peu faiblardes, on l'a vérifié avec la Pologne et la Hongrie. Oui, c'est un peu les sujets qui fâchent. Est-ce qu'on peut faire rentrer l'Ukraine avant la Moldavie, avant les pays qui frappent à la porte depuis quand même de nombreuses années ? Parce qu'il y a la guerre, parce que c'est essentiel. Je crois que ce paquet-là restera ensemble. D'accord. Et donc, il faut que l'Europe se prépare à un nouvel élargissement qui changera beaucoup de choses. On le voit d'ailleurs très bien. On en a, si on n'a pas compris que ça changerait beaucoup de choses, on en a un avant-goût avec les tracas de l'Ukraine pour exporter du blé en Pologne. Oui. Tiens, question justement à l'ancien secrétaire général de l'OMC. L'OMC est complètement en panne sèche, la poumf. C'est un autre débat. Qu'est-ce qui se passe avec entre la Pologne et l'Ukraine ? C'est simple. Il faut comprendre que l'Ukraine est une très grande puissance agricole. Oui. Elle a 40 millions d'hectares de surface agricole. La France en a 25. Et elle a 60%. Mais pourquoi la Pologne ne veut pas justement que l'Ukraine exporte ses céréales vers la Pologne ? Tout simplement parce que l'Ukraine produit des céréales dans des énormes latifondia, qui sont d'ailleurs la propriété d'oligarques. Le jour venu, il y aura un problème là-dessus. Ouais. Donc ce sont d'énormes exploitations très efficaces. La Pologne est un pays où la propriété agricole est très morcelée. Et donc, les céréales ukrainiennes, elles sont pas chères par rapport aux céréales polonaises, d'où la réaction. Et comme la réélection du PiS, le parti qui domine en Pologne, dépend largement du vote dans les campagnes, c'est pour ça que les Polonais sont aussi agressifs à l'égard de l'Ukraine, étant entendu que par ailleurs, ce sont ceux qui plaident le plus pour la solidarité. Quand même beaucoup de tensions à tous les étages. Un bonus écologique pour bloquer les voitures chinoises, c'est la bonne solution pour éviter ce déferlement de voitures chinoises électriques ? Moi, j'ai une préférence pour une mesure commerciale européenne. Il y a moyen, au niveau européen, et d'ailleurs c'est ce que Mme von der Leyen a annoncé récemment, de mettre en cause l'importation de voitures chinoises parce qu'elles sont très très fortement subventionnées. Oui, mais ça revient un peu au même, ce bonus écologique là. Sauf que justement ça dépend. Sauf que le bonus écologique, est-ce que vous allez l'appliquer aux voitures italiennes ou aux voitures allemandes ? Non. Vous allez l'appliquer qu'aux voitures chinoises. Sur quelle base ?
Est-ce que les conditions, est-ce que l'empreinte carbone d'une voiture chinoise est si différente de l'empreinte carbone d'une voiture allemande ou italienne? Je pense que c'est un truc à avoir des ennuis à l'intérieur de l'Europe. Ma propre position, si je puis dire, c'est qu'il vaut mieux mettre des tarifs qui contrebalancent le niveau de subvention des voitures. D'accord, vous pensez que le bonus écologique, là, donc décidé par les Français, ça ne va pas passer au niveau européen? Je ne dis pas que ça va pas passer, je dis que ça va compliquer les choses et que j'ai, en ce qui me concerne, une préférence pour une solution européenne. Si la solution européenne ne marche pas, alors regardons une solution nationale, mais je préférerais cet ordre-là des choses. Pascal Lamy, pour conclure, puisque je le disais, vous êtes vice-président du Forum de Paris sur la paix, vous rentrez de New York, où vous avez présenté un rapport sur la finance, là, décidément le réchauffement climatique. On voit que ce rapport est un peu technique, mais en même temps, il a eu beaucoup d'échos. Qu'est-ce que vous apportez de plus? On apporte des idées nouvelles. On part du principe que ce réchauffement, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'overshoot en anglais, le dépassement de cette ligne de 1,5 degré qui avait été fixée à Paris, la ligne rouge du réchauffement, on part du principe que c'est assez probable, c'est encore évitable, de justesse, à condition, et seulement à condition, de revoir fondamentalement l'ensemble des actions qui doivent nous sortir de cette affaire de réchauffement climatique. Les émissions, on propose d'arrêter les émissions dans le Nord et de laisser un peu de place aux pays qui ne sont pas industrialisés. On propose de regarder des obligations de reprise de carbone dans l'atmosphère. On propose de faire un moratoire, mais de continuer la recherche sur des technologies très controversées, comme par exemple la modification des radiations solaires. Donc il y a une trentaine de propositions très nouvelles et qu'à mon avis, l'objectif est enfin de monter notre capacité, parce que sinon on est quand même mal barré. Et comme vous dites, ça fait un petit peu de bruit, on aura certainement l'occasion d'en reparler. Merci Pascal Lamy d'avoir fait un stop ici, de retour de New York. Merci beaucoup.